PRG, SSG du 5 décembre 1996. Voilà ce que dit l'article 43. Oui. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonscription. S'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Monsieur Diaby, à la lumière de cette disposition du Code de déontologie médicale de 1996 que je viens de vous lire, est-ce que les hôpitaux, en tout cas vous étiez ministre de la Santé, est-ce le Code de déontologie médicale qui s'appliquait au sein des hôpitaux, que ce soit en temps de crise ou en temps normal? Je n'ai pas compris, maître. Est-ce que la question... La question c'est, vous êtes régi par des lois, oui, notamment le Code de déontologie médicale. Oui. La disposition que je viens de vous lire en substance dit ceci: lorsqu'une personne mineure ou en tout cas une personne dans une situation de vulnérabilité se retrouve face à un médecin, celle-ci, sauf circonstances particulières, a l'obligation d'alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Je veux savoir, est-ce qu'en temps de paix, ou en tout cas en temps de guerre ou en temps de crise, c'est le code de déontologie médicale qui s'applique à tout médecin en République de Guinée? Oui, maître. Et comment ça se fait, comment est-il possible qu'il y ait eu tous ces morts, que vous n'ayez pas appliqué cette disposition? Maître, je crois avoir appliqué cette disposition parce que j'ai rendu compte au président de la République et au Premier ministre. Peut-être que je n'ai pas rendu compte aux autorités judiciaires, mais à travers mon compte rendu, le président a saisi le ministre de la Justice et le procureur. Est-ce que vous avez... D'accord, je suis d'accord avec votre réponse, M. Diaby. Mais dans ce cas, est-ce qu'au moins vous avez informé l'Ordre des médecins, le Conseil de l'Ordre des médecins, qu'il y avait ce jour-là à l'hôpital d'Onka beaucoup d'infractions, en tout cas de choses, de crimes qui se sont produits et de personnes qui ont été blessées? Avez-vous saisi au moins le conseil de discipline de l'Ordre des médecins, ou en tout cas l'Ordre des médecins, parce que je ne maîtrise pas la structure et le fonctionnement de l'organisation de l'Ordre des médecins? Merci, maître. Le professeur Ibrahim Baldé, à l'époque président de l'Ordre des médecins de Guinée, était même membre du comité de crise. Oui, qu'il soit membre du comité de crise est une chose, mais qu'il soit saisi par vous pour dénoncer qu'il y a eu des crimes en Guinée, c'est différent, à mon humble avis. En tout cas, moi, j'ai saisi le conseil de l'ordre. D'accord. Donc, vous avez un écrit qui atteste que vous, ministre de la Santé, à l'époque, vous avez saisi le conseil de l'ordre des médecins? Non, c'est verbal. C'est pour ça que dans le comité de crise, il y a le nom du président et puis il était membre actif du comité de crise. D'accord. Monsieur Diaby, vous êtes médecin. Que disent les lois en République de Guinée sur les autopsies? Là, franchement, maître, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Et vous n'avez pas non plus demandé? Non. Vous n'avez pas demandé à l'ordre des médecins? Vous ne vous êtes pas renseigné? Vous aviez mis en place un comité de crise? Vous n'avez pas posé la question pour savoir est-ce qu'en l'état actuel des choses, des personnes ont été blessées, des femmes ont été violées, certaines personnes ont perdu la vie? Il nous faut prendre... Vous ne l'avez pas fait? Non, maître. Mais dans vos déclarations ici, j'ai senti, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous dites que cette requête-là ne peut venir que de la famille. Et la disposition que moi j'ai lue tout à l'heure prouve à suffisance, en tout cas à mon humble avis, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas que la famille qui doit demander la mort d'un individu ou les circonstances de l'état physique ou psychique d'un individu qui se trouve devant un médecin. Oui. Oui, la question, maître, oui. Non, la question, elle est simple, Monsieur Diaby. La question, c'est
vous, en votre âme et conscience, est-ce que c'était seulement aux familles de demander à ce qu'on pratique des autopsies sur le plan purement légal? Comme je ne suis pas spécialiste en matière de justice, je viens d'apprendre déjà. En dehors, en plus de la famille, il y a les autorités judiciaires. Mais, M. Yabi, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Vous êtes médecin. Vous exercez depuis combien d'années déjà? Depuis 1986, depuis 1987. Donc ça fait environ 35 ans que vous avez une pratique, vous avez de l'expérience. Donc vous savez que vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Bien sûr, maître. Ça, je sais. Vous savez? Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez demandé, lorsque les blessés sont arrivés, lorsqu'il y a eu des morts et que vous avez dit qu'il y avait une affluence à Donka, est-ce que vous avez demandé aux médecins d'exercer en toute conscience et d'appliquer le code de déontologie médicale? Ça, je leur ai dit d'exercer, de s'occuper des malades en toute conscience. En toute conscience? Oui. Mais vous avez parlé ici d'un gamin de 12 ans hier, oui, qui a perdu la vie. Oui. Et la disposition que moi je vous lis ici dit qu'on devrait protéger, les médecins devraient protéger certaines personnes en vertu de leur âge, de leur état de vulnérabilité. Oui. Ne serait-ce que ce garçon, l'exemple de ce garçon de 12 ans, oui. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'avez pas exigé de ce médecin qu'il en informe les autorités judiciaires ou médicales? Bon, les autorités médicales le gamin était déjà hospitalisé. Donc les autorités médicales étaient informées. Est-ce que cet enfant, est-ce que le corps de cet enfant a été autopsié? Non. Pour quelle raison? Non, mais peut-être parce que nous n'avons pas demandé, peut-être que la famille aussi n'a pas demandé. Et vous estimez normal qu'un garçon de 12 ans ait perdu la vie dans ces conditions et que vous, première autorité de la santé de notre pays, que vous n'ayez pas demandé une autopsie? Bon, je viens d'apprendre je viens de comprendre maintenant, maître, que c'est pas normal. Ok. Donc, d'après votre réponse, je vous pose une question. Est-ce que l'État avait l'obligation de faire des autopsies? Bon, j'ai compris maintenant que l'État avait l'obligation d'en faire. Le président d'Addis, à l'époque, avait affirmé sur France 24 que 53 personnes étaient mortes par asphyxie ou bousculade et 4 par balle perdue. En vertu de quoi? Parce qu'il l'a dit en disant qu'il tient ces rapports-là et ces informations de son ministre de la Santé. Sur quoi il s'est appuyé pour déterminer la cause de ces décès-là? Ah, maître, franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Puisque alors, l'heure où nous sommes, à ce qu'on ne fasse recours aux archives du ministère de la Santé, j'ai oublié les pourcentages et les nombres par pathologie, par truc, par pathologie. Pourtant, lui, le président d'alors a plusieurs fois martelé que, voilà, que 53 personnes mortes par bousculade et 4 personnes blessées par balle perdue. Donc j'estime que ce rapport, il doit y avoir une autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Aucune autopsie n'a été faite, maître, je ne vais pas vous mentir. Et sur quelle base alors? Aucun rapport, même médical, n'a été remis à la Commission nationale d'enquête, vous, à votre connaissance? Non, il y a les rapports médicaux. Les rapports médicaux existent. Ah bon, on peut faire des rapports médicaux pour un mort? Moi, de ma petite expérience, je sais qu'en général, c'est l'autopsie ou le rapport médico-légal pour des personnes décédées. Voilà, je crois que c'est des rapports médicaux, légaux. Donc, on ne vous a jamais demandé de produire des rapports médicaux pour la Commission nationale d'enquête? Non. Maître, je n'ai pas rencontré les membres de la Commission nationale d'enquête, ni ceux de la Commission internationale d'enquête. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont occulté mon service, parce que ce n'est pas le docteur Diaby qu'ils ont occulté. D'accord.
Docteur, monsieur le ministre, vous êtes venu ce jour-là à Donka, c'était une situation d'urgence. Est-ce que vous avez eu des informations précises, le mode d'acheminement des corps? Étaient-ce des militaires? Étaient-ce des ambulances? Ou étaient-ce des personnes qui sont venues déposer les corps à Donka? Non, mais, maître, je n'ai pas eu ces précisions. D'abord, je n'ai pas pris du temps à Donka. Je n'ai pas pris du temps à Donka parce qu'il était question d'aller chercher ces clés et le docteur Abdourahmane qui détient les clés. Donc il y avait cette urgence. Donc je n'ai pas retardé à Donka ce que je n'ai pas pu demander. Mais cela n'a jamais figuré dans les rapports que vous déteniez parce que vous avez plusieurs fois martelé ici que les informations à la seconde près. Vous n'avez jamais eu, ces informations n'ont pas filtré dans les rapports que vous receviez vu que vous ne pouviez pas être partout à la fois. Mais au moins vous pouviez avoir certaines informations. Oui, maître, mais les rapports que ces médecins fournissaient, c'était des rapports purement techniques, c'était sur le plan médical, pas sur le plan de la logistique. Mais vous savez, ça va au-delà du plan de la logistique. Parce que je crois qu'il y a même des véhicules civils qui en envoient des taxis. Oui, justement, ça va au-delà de ça. Je ne sais pas, je ne connais pas le fonctionnement des morgues ou des hôpitaux strictement, mais je sais que des personnes qui sont blessées dans certaines conditions, des personnes qui ont perdu la vie dans certaines conditions, des personnes ce jour-là qui ont été transportées par les forces de défense ou de sécurité dans cet état-là, alors que les forces de défense et de sécurité sont mises en cause, ça laisse des questions en suspens, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, vous avez dit ici que ce jour-là, c'était férié et que vous ne deviez pas vous mettre en tenue militaire. Qu'est-ce qui explique que vous soyez allé vous changer et revenir porter votre tenue? C'est parce que, pour moi, après avoir pris la clé et le docteur Abdourahmane, il fallait aller au camp et rendre compte. Mais ce jour-là, c'est le président ou le chef d'état-major lui-même qui avait demandé aux militaires de ne pas se mettre en tenue militaire, que c'était un jour férié. Oui, mais moi j'ai estimé pour aller voir le président, je devais me mettre en tenue militaire, purement personnel. Et donc c'était une violation aussi de la disposition ou des prescriptions qui avaient été faites par le président de la République. Oui, parce qu'il y a une circonstance qui est advenue, qui m'a forcé à violer sur peut-être des dispositions du chef d'état-major. C'est une circonstance qui n'était pas attendue de moi. Bon. Je vous remercie. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, j'aurais peut-être une seule question à Monsieur Diaby, Monsieur le ministre. Je voudrais savoir, votre comité de crise, oui, maître. Vous avez déclaré ici que certains patients auraient été évacués à l'étranger. Quel était le critère de sélection? Le critère de sélection de ces évacuations, c'est au cas où on ne peut pas, soit techniquement on n'a pas les moyens de le faire ici, ou bien on n'a pas un spécialiste pour le faire ici, ou bien même si on a un spécialiste, on ne peut pas le faire ici parce qu'on n'a pas le matériel, là, on évacue. Vous avez évacué combien de patients? Si on peut évacuer. Vous avez évacué combien de patients? Un seul patient. Vous vous souvenez de son nom? Non, j'ai oublié son nom, maître. Est-ce que c'est lui qui était sorti dans le reportage quand le président Dadis est venu à l'hôpital? Ce n'est pas lui qui avait été évacué? Bon, je n'ai pas bonne souvenance, maître. Vous ne vous souvenez pas? En tout cas, oui, on l'a évacué au Maroc. Puisque la personne en réalité dont vous parlez n'a jamais été évacuée. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom, elle s'appelle Alpha Oumar Bari. Quelle personne? Oui, c'est le patient qui était censé, la promesse, vous aviez tenu une promesse à un patient pour son évacuation sanitaire à l'étranger. Il s'appelle Bari Alpha Oumar. Vous n'avez jamais tenu votre promesse, mon colonel. Pourquoi? Maître, moi, je crois, j'ai évacué une personne. Très bien. Elle n'est pas partie, mon colonel. À l'hôpital de spécialité. Et je vais vous dire dans quelles conditions
vous lui avez promis l'évacuation. Parce qu'elle a parlé. Est-ce que nous parlons de la même personne? Oui, nous parlons de la même personne. Celle que le président Dadis, avec laquelle le président Dadis a échangé quand il est venu à l'hôpital pour s'enquérir de la situation sanitaire des blessés qui étaient à l'hôpital. Elle s'appelle Barry Alpha Omar. Elle est sortie dans les ondes. Elle est sortie à la télévision nationale. Elle a échangé des propos avec le président Dadis. Vous l'avez soudoyé. Vous avez promis son évacuation à Dakar pour qu'elle accepte de raconter à la face du monde ce que vous vouliez. Voilà comment vous avez procédé, mon colonel. Vous avez demandé à un des membres de votre cellule de crise de chercher un malade, un patient, pour que lui, qu'il soit préparé à tenir un discours pour faire bonne figure à l'arrivée du président Dadis et du président Blaise Compaoré. Voilà ce que vous lui avez appris à dire. Je vais vous lire son procès verbal. Il s'appelle Alpha Omar Barry. Il s'agit du procès verbal en date du 5 avril 2011. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. Peu après, un individu est venu renvoyer les médecins qui étaient auprès de moi avant de me dire d'accepter de coopérer moyennant une évacuation sanitaire à l'étranger, une évacuation sanitaire à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Après avoir donné mon accord, il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et en face des caméras de la télévision. Vous lui avez appris un discours que je vais lire, entre guillemets. Le chef de l'État avait promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Voilà le discours que vous avez appris à un patient qui devait répéter en présence du président Dadis, du président Blaise Compaoré et à la face du monde. La question maintenant. Non, monsieur le président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est important ce détail. Oui, posez la question maintenant. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé ces phrases précipitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a coupé les caméras. Il m'a demandé mon nom et a ordonné aussitôt au ministre de la Santé qui était à côté de procéder à mon évacuation sanitaire à l'étranger. Celui-ci m'a tenu une promesse, mais malheureusement, il ne l'a jamais respectée. Mon colonel, oui, maître. Après avoir eu tous les fonds, vous avez décaissé des fonds au nom des victimes pour leur prise en charge. Non seulement vous ne les prenez pas en charge, mais pour faire bonne figure, vous promettez à ces patients l'évacuation sanitaire et vous leur apprenez même des discours. Vous pensez que ce n'est pas cynique? Maître. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Dans vos déclarations entre hier et aujourd'hui, j'ai noté des contradictions. C'est pourquoi je vais vous poser peut-être des questions pour avoir des précisions. Premièrement, en partance pour Koya, hier, vous avez dit, ça a été noté dans le primitif, et c'est même enregistré, que vous avez été appelé par la directrice de l'hôpital Donka. C'est à la suite de ça que vous avez rebroussé chemin. Aujourd'hui, ici, vous avez dit que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Et à votre tour, vous avez appelé la directrice. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Maître, je vous ai dit ceci. J'ai dit, pardon, au tribunal ceci. Le premier coup de fil, c'est le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, qui a demandé ma position. J'ai dit que je suis à Koya. D'ailleurs, je lui ai dit je suis à Koya. Il dit qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer les ambulances. J'ai appelé, c'est à ce moment quand on a raccroché, j'ai appelé la directrice de Donka. Je lui ai ordonné d'envoyer les ambulances de Donka au stade. Donc, nous allons... Ensuite, je partais toujours, parce que pour moi, ce n'était pas... Peut-être c'est un accident, un truc, mais c'est après
quelques minutes après, la directrice de Donka même m'a appelé. Elle m'a demandé ma position, je lui ai dit que je pars à Koya. Je lui ai dit que je suis en partance pour Koya. Elle me dit, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. De venir à Donka. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Donc nous pouvons retenir que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Le premier. Le premier. Je suis d'accord. Tout est enregistré. Merci. La deuxième contradiction. De retour de Koya, vous êtes venu au camp Alpha Yaya. Oui. À partir du camp, vous êtes parti à l'hôpital Donka. Moi-même, je vous ai posé la question hier. Si vous n'avez pas eu de difficultés pour venir à Donka, vous avez dit que la circulation, vous étiez ministre, donc il n'y avait pas de problème. Presque au même moment, vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale. Vous avez dit que par rapport à ça, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Maître, moi, ce que j'ai dit au tribunal, je reprends. J'ai repris ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais comme je suis tenu obligé de reprendre, sinon, voici mon itinéraire. Quand ça a mouru, Koya, mais je ne suis pas arrivé à Koya. J'ai rebroussé chemin. Je suis rentré au camp Alpha Yaya, Diallo. J'ai pris mes gardes-corps. Nous sommes venus à Donka. À Donka, j'ai pris Dr Sie Kondé, à l'époque directeur national des établissements hospitaliers. Ils nous sommes partis au camp Samori. Je me suis changé. Du camp Samori, nous sommes partis à Nongo, Tadi. On a pris Dr Abdourahmane. Nous sommes revenus jusqu'au camp Alpha Yaya, jusqu'à la hauteur du camp Alpha Yaya. Moi, j'ai laissé le véhicule continuer avec Dr Sie Kondé et Dr Abdourahmane. Moi, je suis descendu là-bas au camp Alpha Yaya. Je suis rentré pour rendre compte au président Dadis. Après avoir rendu compte au président Dadis, je ne suis plus revenu à Donka. Je suis parti directement au ministère de la Santé. Et la nuit, vers 20h, j'ai quitté le ministère de la Santé. J'ai rejoint Alpha Yaya. C'est ce que j'ai dit. À résumer. Je suis d'accord. Vous avez fait à peu près combien de temps lorsque vous êtes arrivé à Donka avant de partir à Nongotadi? Là, franchement, je n'ai pas chronométré. Vraiment. Okay. Et puis j'étais complètement confus avec ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Le problème, c'est que vous avez dit qu'en venant à Donka, la circulation était libre, il n'y a pas de problème. Et qu'en allant à Nongotadi, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. C'est ce que j'ai noté comme contradiction. Vous ne trouvez pas? Non, il y a pas, moi je ne trouve pas une contradiction. D'abord, en partant à Nongotadi, nous avons évité la route de Prince. Mais il y a un point où on ne pouvait pas éviter la route de Prince parce qu'il faut traverser la route de Prince. Mais passer par l'autoroute qui était plus fluide, comment on appelle ça, la tannerie, Bron-Point Cosa. Et c'est là où il y avait des échauffourées, c'est là-bas où il y avait des problèmes. Mais quand même, nous sommes débrouillés, on a continué et puis on est parti à Nongotadi. D'accord, dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter avec certains médecins qui vous auraient déclaré que si c'est comme ça, il faut nous tuer tous? Oui. Oui, maître. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Docteur Diaby. Oui, maître. Colonel de votre État, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a un enregistrement. Vous me suivez? Oui, je vous suis, maître. Bien. Il y a un enregistrement de commandant Toumba Diakité. Dans l'enregistrement, il affirme que la troupe ne peut pas sortir, aller en mission sans l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Vous, en tant que colonel de votre État, qu'en dites-vous? En principe, oui. En principe, oui. L'armée, c'est le commandement. Bien.
La date du 28 septembre 2009, tout le monde a vu que le stade avait été inondé par les bérets rouges. Ils étaient tous habillés. Ensuite, tout le monde a vu M. Tchegbero, qui était également habillé, alors que vous avez affirmé ici que le président de la République avait ordonné ces jours qu'aucun militaire ne devrait porter la tenue. Et c'est ce qui vous est arrivé même à sortir ces jours-là pour vous rendre à Koya sans être en uniforme. Qu'en dites-vous? Je crois avoir dit, sinon si je ne l'ai pas dit, peut-être c'est un oubli, c'est tous les militaires qui n'étaient pas en activité ne devaient pas sortir avec leur tenue militaire en dehors des camps. Mais ceux qui doivent maintenir l'ordre, ceux qui ont des missions spéciales, pouvaient porter leur tenue, devaient être dans leur tenue d'ailleurs. Bien. Et ceux qui sont de garde. Ok. Alors donc nous Voilà, pouvons conclure. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, maître. Bien. Donc nous pouvons conclure que tous les militaires et gendarmes, ou prenons simplement les militaires qui étaient ce jour au stade du 28 septembre en tenue militaire et qui ont opéré au stade du 28 septembre et à l'alentour, alors étaient en mission spéciale? Ah, maître, moi, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui est parti au stade, et c'est celui qui est parti au stade et en mission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire, franchement, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, aux environs de 17 h, est-ce que vous êtes venu avec le président Dadis, qui était accompagné de certains de ses compagnons, à la prison du colonel Moussa Tchegbero Camara? Non, maître. D'abord, je ne suis jamais rentré dans le bureau du colonel Moussa Tchegbero Camara pendant tout le temps, les 9 mois qu'on a fait ensemble. Je ne parle pas de son bureau, je parle de sa prison. Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu là-bas avec le président Dadis. Pourtant, il y a... Le 28 septembre à 17 h, j'étais au ministère de la Santé. Et je n'étais pas seul. Donc vous n'êtes pas venu là-bas. Vous n'avez pas non plus, à cet endroit, donné l'ordre de procéder au pansement des plaies d'un blessé qui était détenu dans cette prison. Vous n'avez pas donné cet ordre? Maître, j'étais ministre de la Santé. Moi, je ne pouvais pas faire des pansements, maître. Non, je n'ai pas dit que vous avez fait des pansements, mais que vous aviez donné l'ordre de procéder au pansement de ces plaies. Les pansements de ces plaies, vous n'avez pas donné cet ordre? Non, ça, ce n'est pas moi, maître. Ce n'est pas vous? Non. Mon colonel, le 28 septembre 2009, à 0h et 0h et quelques, qu'est-ce que vous étiez venu faire en compagnie du président Dadis devant les prisons du colonel Moussa Tchegbero Camara et le ministre Claude Pivi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant leur prison? Ça, ce n'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, maître. 0h, 0h30, moi, je n'étais pas avec le président Dadis, je n'étais pas avec Claude Pivi. Ces jours, quand même, c'était particulier. On n'était pas ensemble. Mon colonel, vous n'avez pas vu les camions chargés de transporter les ordures ces jours, vous ne les avez pas vus au camp Alpha Diallo ou aux environs? Vous ne les avez pas vus? 0h, 0h30, ce n'est pas au camp Alpha Yaya le 28 septembre. Je n'ai pas vu, je n'ai rien. Je n'étais pas à Alpha Yaya d'ailleurs. Mon colonel, vous et le président Dadis, vous ne vous rappelez pas avoir donné les ordres ces jours, je précise toujours, à 0h et 0h et quelques, qu'on procède à l'embarquement des personnes vivantes, des personnes mortes, et qu'on procède immédiatement à leur enlèvement avant l'arrivée des experts? Vous n'avez pas donné de tels ordres, mon colonel? Ça, ce n'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ça, maître.
C'est pas vous. Non. Pour terminer, avec la permission du président, je vais vous lire l'interrogatoire d'une partie civile qui sera certainement confrontée à vous dans ce procès. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui dit ceci. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiégbro, aux environs des 0h, des pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autres destinations. Sur la question des juges d'instruction, à savoir, au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiégbro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voici sa réponse. Oui. D'ailleurs, même Dadis était présent. Sur une autre question, qui est la suivante, des instructions ont-elles été données concernant la destination de ces camions et par qui? Voici sa réponse. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Chérif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? Ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Merci. Le moment de la confrontation viendra. Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez soutenu devant cette juridiction que M. Dadis vous a demandé de garder le corps. Est-ce que vous savez que cela constitue une faute pour M. Camara? Non, je ne savais pas. Bien. Est-ce que vous savez les actes que le chef de l'État d'alors et le gouvernement d'alors engagent aujourd'hui l'État guinéen, tant bien que mal? Est-ce que vous savez cela? Oui. Sincèrement, je vous remercie. Ensuite, pourquoi, après avoir reconnu cette tragédie, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pardon, maître, pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Oui. Après avoir prié pour les victimes là aujourd'hui, après avoir vraiment reconnu ce qui s'est passé au stade, c'était grave. Pourquoi vous n'avez pas démissionné en tant que ministre, pas en tant que médecin? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Démissionné en 2009, non? Bon, bien. Est-ce que vous savez, il y avait un ministre qui avait démissionné? Est-ce que vous connaissez le ministre qui avait démissionné en ce moment? Il y avait 2 ou 3. Bien. Est-ce que vous savez, M. Justin Morel avait démissionné le 15 octobre 2009? Je sais, maître. Vous le savez? Oui. Merci. Monsieur, mon colonel, est-ce que vous savez, ici nous sommes devant une juridiction pénale. Oui. Maintenant, je voudrais vous demander, quelles sanctions disciplinaires ont été prises contre des militaires, contre des policiers, contre des gendarmes, suite à ces événements-là? Est-ce qu'il y a des sanctions disciplinaires quand même? Ça allait être facile. Là, maître, je ne saurais vous répondre parce que moi, j'étais ministre de la Santé, je n'étais pas membre de l'état-major. Bien. Est-ce que vous savez
d'infliger des sanctions disciplinaires. On a fait des promotions à certains qui ont été nommés ministres et gouverneurs. Est-ce que vous savez cela? Ah, j'ai oublié. Est-ce que vous savez, certains accusés qui sont là ont été nommés par le professeur Alpha Condé en qualité de ministre, en qualité de gouverneur? Oui, certains accusés qui sont avec moi, oui. Très bien. En toute honnêteté, vous êtes un doyen. Nous allons mourir. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que la genèse, c'est parce que vous avez voulu confisquer le pouvoir à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara? Est-ce que ce n'était pas l'origine du mal? En toute honnêteté. Ah, franchement, maître, là, je ne sais pas. Non, moi, je ne peux que vous remercier. Hein? Oui, d'accord. Mais en toute honnêteté, est-ce que ce n'est pas le fait que le capitaine Dadis a dit à Kaloum ici, je peux ôter la tenue et me porter candidat? Est-ce que ce n'était pas la genèse là? Bon, maître, là, je te permets. Non, merci, hein, moi je suis satisfait pour ça. Bien. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous savez que les victimes aussi veulent être libérées? Parce que vous avez déclaré, aujourd'hui vous êtes libre, vous êtes exprimé. Est-ce que vous savez, les victimes d'abord veulent être libres, libérées, faire leur deuil, comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire? Est-ce que vous savez cela? Oui. Bien. En toute honnêteté, j'ai fini. Souvent, je ne suis pas long. En toute honnêteté. Alors, si vous tous, vous soutenez que vous n'êtes pas responsables, alors, quels sont les présumés auteurs des événements du 28 septembre? Parce que ce ne sont pas des drones qui sont venus massacrer les populations. Ce ne sont pas des drones qui sont venus, excusez-moi d'utiliser le terme, faire ce qu'ils ont fait sur nos mamans, sur nos sœurs, sur nos femmes, sur nos nièces. Ce ne sont pas des drones, ce sont des êtres humains. Est-ce que quand même, d'après vos informations, vous pouvez quand même nous dire au peuple de Guinée, au monde entier qui nous suit, vraiment, moi je pense que c'est tels et tels qui sont responsables de ces événements, y compris s'il y a des civils. Je vous remercie, mon colonel, et je remercie Monsieur le Président et les assesseurs. Je remercie aussi mes chers confrères et consoeurs. Merci. Merci, maître. Il n'y a plus de questions? La défense. Monsieur le Président. Oui. Je voudrais me mettre à l'aise, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez dit à cette barre, je commence par ça. Et aussi de déontologie. Est-ce que dans votre travail de journaliste, au moment des faits, quand vous avez rendu compte, vous avez fait cette alerte-là, est-ce que vous avez respecté la déontologie qui commande une telle activité? Bien sûr, monsieur maître. Dites-moi, est-ce que c'était votre première fois de faire des investigations dans ce pays? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous a permis d'aller jusqu'à figurer sur le personnel qui a accompagné le président Bongo? N'est-ce pas par votre professionnalisme? Bien entendu, maître. Très bien. Alors, parlant justement de ces faits d'investigation, est-ce que dans le cadre, le critère de fiabilité, quand vous êtes face à une investigation par exemple, des faits sont portés à votre connaissance, le récit, l'information qu'on vous donne, et la fiabilité dépend de la personne ou de l'information qu'il apporte, de façon générale, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on appelle investigation pour commencer. La fiabilité, c'est quand
on te donne l'information. Lorsque l'information est connue de la quasi-totalité du monde et que tu aies une part d'information qui permet d'orienter qui de droit, la fiabilité en ce moment, c'est l'information. Très bien. Est-ce que la fiabilité aussi de celui qui donne l'information ne dépend pas de sa qualité? Par exemple, il est évident que quand un planton donne une information, ce n'est pas la même valeur quand un directeur général donne une information autour d'une société, oui ou non? Pas du tout, ce n'est pas la même chose. Très bien. Dans le cas qui nous concerne, si nous prenons par exemple Jean-Marie Doré, à l'époque des faits, n'était-il pas le porte-parole des forces vives? 6 mètres. Alors, quand une telle personnalité vous donne des informations, est-ce que vous avez besoin d'aller creuser à Yomu ou à Dalaba ou à Kindia pour comprendre est-ce que c'est vrai ou faux? Pas du tout. Est-ce que quand une telle personnalité donne des informations dans une radio de grande écoute, n'est-ce pas aussi un élément essentiel de crédibilité? Bien entendu, maître. Alors, quand on vous reproche ici d'avoir cité le nom de Jean-Marie, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi parce que les informations qu'il a données, c'était aussi à la radio? Parce qu'il est passé en direct. C'était en direct, n'est-ce pas? Donc je n'avais plus besoin de le protéger parce qu'il a pris la responsabilité sur lui d'accepter mon invitation. Très bien. Alors, concernant les informations provenant des militaires, est-ce que c'était des hauts cadres, est-ce que c'était des officiers ou des soldats? Des officiers. Quand une information est donnée par un officier de l'armée, n'est-ce pas plus crédible quand c'est donné par un soldat? Par un officier. Alors, ensuite, quand cette information est donnée par un membre du gouvernement, très proche du capitaine Dadis, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder plus de crédit que si c'était donné par quelqu'un qui était juste un simple, excusez-moi, un vanipier du palais? Le crédit, c'est dans le premier cas de figure. Très bien. Dès lors que les personnalités qui vous ont donné ces informations sont crédibles, vous aviez le droit d'estimer que ces informations sont crédibles, oui ou non? Bien sûr. Alors, dans ces conditions, est-ce que, après avoir eu toutes ces informations, vous étiez guidé par l'instinct d'alerter ou dans l'instinct de se faire une publicité au moment où vous donniez ces informations? Je n'avais pratiquement pas besoin de publicité parce que je suis suffisamment connu en Guinée. Donc mon objectif, c'était d'alerter pour que justice soit rendue. Très bien. Maintenant, on va venir au mécanisme de protection de vos sources. Parce qu'il a été question ici de protection de sources. Dans quel cas on protège sa source pour un journaliste? C'est lorsque la source elle-même ne veut pas paraître. Oui. Et quand elle te donne une information fiable, et elle a besoin de protection, sinon, comme je le disais tantôt, les autres journalistes auront du mal désormais à avoir des sources d'information. Très bien. Donc, c'est dans votre sacerdoce que de conserver aussi les sources qui vous informent, oui ou non? N'est-ce pas ce que vous avez fait dans le cas spécifique? Exactement. Avez-vous eu raison de le faire, oui ou non? J'ai parfaitement raison, oui. Très bien. Alors, on va venir au contenu même du message que vous avez reçu. Monsieur Jean-Marie Doré, à l'époque, porte-parole des forces vives, quand il vous dit, ou quand il dit à la radio, une émission de grande écoute, que le capitaine Dadis avait l'intention d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas une réalité? Oui, c'est une réalité puisqu'il m'a dit que eux, ils lisent plutôt dans cette attitude du capitaine une volonté de ne pas quitter le pouvoir. Très bien. Le fait de déclarer, de décréter le 28 septembre férié, est-ce que ce n'est pas dans le même sillage? Sinon, est-ce qu'auparavant le 28 septembre était un jour férié? À ma connaissance, non, c'est le 2 octobre qui était fêté. Alors, n'est-ce pas aussi la confirmation des informations que Jean-Marie vous a données?
Parfaitement bien, oui. Très bien. Alors, parlant de Papa Kouli, parce que de l'autre côté, baignant dans le doute, ou alors faisant semblant d'ignorer la réalité, on vous a opposé le fait que Papa Kouli, à l'époque, était le ministre de l'Environnement, donc il n'aurait pas pu avoir d'influence jusqu'à ordonner au général Toto de prendre une réquisition, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous n'étions pas tous témoins du désordre qui régnait au sein du CNDD? Tout le monde en était témoin, même si je n'étais pas en Guinée. Alors, quand dans un régime, un caporal peut dire merde à un général, est-ce qu'il y a de l'ordre? Non, il n'y a pas d'ordre. Est-ce que c'est étonnant que Papa Kouli Kourouma ordonne au ministre de la Défense, quand bien même il n'est pas son suffrage hiérarchique, de faire une réquisition? Est-ce que ce n'est pas plausible? C'est plausible. Très bien. Ensuite, parlant de colonel Tchéboro, il est acquis au débat ici que c'était l'homme à tout faire dans cette affaire. Du début jusqu'à la fin, il a participé à tout. Ça, c'est connu. Maintenant, le concernant, quand comment on appelle ça, Monsieur Jean-Marie Doré vous informe que lui, il était opposé à la manifestation et qu'il était dans la dynamique de répression, n'est-ce pas aussi quelque chose qui est vérifiable? C'est bien vérifiable puisqu'il est déjà dans le box des accusés. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, si d'autres témoins ou d'autres victimes confirment qu'effectivement, M. Tchéboro Camara était l'un des maillons forts de cette répression, est-ce que c'est quelque chose qui est étrange à vos yeux? Pas du tout. Alors, ensuite, parlant du colonel Diaby, il est acquis au débat qu'au moment des faits, il a asséné des coups aux blessés qui étaient couchés aux urgences. Cela a été dit ici. Est-ce que vous l'avez appris? Je l'ai appris à travers le procès. Alors, quand vos sources au camp Samori vous informent que le même colonel a craché sur des cadavres, est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant. Alors, de qui se moque-t-on dans cette affaire? Est-ce que les propos que vous avez rapportés viennent de vous? Ou alors c'est des propos c'est des informations qui ont été portées à votre connaissance? Ce sont des informations qui ont été portées à ma connaissance. Est-ce que le fait de rapporter ces informations aussi à cette barre n'était pas une obligation pour vous? C'était bien sûr une obligation, à la fois morale et patriotique. Alors, est-ce que finalement, en âme et conscience, vous êtes devant le peuple de Guinée, est-ce que vous avez rapporté fidèlement tout ce qu'on vous a dit par rapport à ces faits? On ne peut pas intégralement rapporter les choses qu'on dit à un journaliste. Il prend dedans l'essentiel. Très bien. Mais je n'ai rien inventé par rapport à ce que j'ai dit. Très bien. Vous n'avez rien inventé, vous avez rapporté ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas? Exactement. Alors, aviez-vous une quelconque raison d'inventer ces faits? Je n'ai aucune raison de le faire. D'accord. Et depuis que vous avez fait cette vidéo avec Fama Kanté, est-ce qu'une seule fois, vous avez été démenti par une quelconque personne indexée dans ce procès? Je n'en ai pas connaissance. Une plainte a été déposée contre vous pour ces propos? Pas du tout, jusqu'à présent. Alors, est-ce que vous confirmez que toutes ces informations, avec le recul, à l'époque, vous avez fait état d'avoir fait un lanceur d'alerte, vous étiez un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, quelques années plus tard, est-ce que vous croyez exactement à tout ce qu'on vous a dit par rapport à cette affaire? Je peux croire puisque ça corrobore déjà avec l'évolution du procès. Maintenant, pour terminer, est-ce que les 2 camions dont vous parlez, est-ce que ceux qui vous ont informé ont confirmé que ces camions-là, que les corps-là ont été enfuis à Faban? Oui, je le confirme. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mandian Sidibé. Maître. On
On vous remercie pour votre patriotisme. Merci. Vous êtes un journaliste écouté et respecté et crédible aux yeux de la population guinéenne. Est-ce que vous confirmez que vos sources sont fiables? Oui. Sauf erreur de ma part, je vous ai entendu dire que les informations que je donnais étaient des nouvelles que je recevais d'autres personnes, que je recoupais, traitais avant de diffuser. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Merci. Alors, les personnes que vous avez citées, à savoir Rémi Lama, comment dirais-je, Cheikh Sidi Adjabati et Edouard Théa, est-ce que l'une des personnes a fait une déclaration dans les médias pour contester ce que vous avez dit? À ma connaissance, non. À votre connaissance, non. Est-ce que vous avez reçu une fois une citation devant le tribunal correctionnel pour diffamation à la requête de l'une de ces personnes? Pas du tout, alors que je ne suis pas anonyme en Guinée. Et vos déclarations ont été faites depuis 2021, si je comprends. Oui, affirmatif. Et jusqu'à présent, aucune plainte? Pas du tout à ma connaissance, oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce que vous avez dit est vrai, est exact? Qui ne dit rien consent. Merci. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est M. Papakoli Kourouma qui aurait déclaré à Feu Jean-Marie Doré, si vous sortez, autrement dit, si vous manifestez, on va vous massacrer? Chose dite et chose faite. Il n'a pas dit ça en off, il l'a dit sur les antennes de Planète FM. C'était en direct. Et ils ont réalisé, oui ou non? À ce que nous voyons. Ils ont massacré, oui ou non? Oui. Merci. Est-ce que vous confirmez que c'est M. Papakoli Kourouma qui a ordonné au général Feu Mamadouba Toto Camara de signer la réquisition pour sortir l'armée? Je confirme que c'est ce qu'on m'a dit, oui. C'est ce qu'on vous a dit. Oui. Vous avez parlé de 3 camions militaires qui étaient stationnés à l'infirmerie. Qui étaient stationnés à l'infirmerie et deux autres ont transité par l'infirmerie. Ok. Et 2 autres qui étaient stationnés à l'ancienne résidence de Feu Général Lansana Conté. Affirmatif. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le seul à faire cette déclaration? Avec la permission du tribunal, je vais vous lire la déclaration de Feu Général Mamadouba Toto Camara. Il dit: à 14 h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alphaïa pour rendre compte au président de la République, Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. Ça, c'est à 14 h. Donc, il y avait 22 corps dans un camion. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de Feu Général Lansana Conté avec à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. 54 corps. Je suis reparti au camp Alphaïa pour rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du Feu Général Lansana Conté au camp Samori Touré. Là, il n'a pas dit mot, c'est ce que je sais. C'est pour vous dire que ce que vous avez dit ici est conforme aux déclarations de Feu Général Mamadouba Toto Camara. Alors, est-ce que vous confirmez que effectivement les sieurs Rémi Lama, Edouard Théa et Cheikh Sidi Adjabati, ce sont eux qui ont géré les corps qui étaient dans les 2 camions privés? Ce qui m'a été rapporté, oui. C'est ce qui vous a été rapporté.
Est-ce que ces trois responsables ne devraient pas être ici pour nous dire là où se trouvent ces corps? Logiquement. Logiquement. Selon vous, où se trouveraient les deux autres fosses communes? Puisque vous avez parlé de trois fosses, dont la plus grande se trouverait à Faban. Je n'ai aucune idée puisque ils m'en ont pas fait cas. Ils m'ont dit quand même qu'il y en a ailleurs. Mais ils m'ont parlé de Faban avec précision. Est-ce qu'on ne vous a pas parlé du cimetière qui se trouve à Koza, en allant vers le camp, Je ne saurais à côté des rails? Je ne saurais mentir, non. D'accord. Vous avez parlé d'une autre partie de corps qui a été jetée dans la nature. Est-ce que vous faites allusion aux corps qui ont été jetés dans la mer? Exactement, oui. D'accord. Donc, vous confirmez que selon vos sources militaires, il y aurait eu plus de 300 morts? C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Est-ce que vous savez que nous avons décompté ici plus de 1000 morts, d'après les parties civiles? C'est ma première nouvelle, oui, mais eux, ils m'ont dit plus de 300. D'accord. Donc, vous confirmez que c'est à 3 heures du matin, en tout cas aux environs de 3 heures du matin, que les camions privés de M. KPC ont été mis à la disposition de l'armée pour l'envoi des corps? Je confirme puisque on m'a dit que c'est 3 camions qui étaient à l'infirmerie. Et ça, c'était dans la journée. Mais vers 3 heures du matin, les 2 autres là étaient à la résidence. Et c'est quand les fossoyeurs ont fini que les camions ont pris la route de Faban. Il fallait attendre un peu plus tard pour éviter que les riverains s'en rendent compte. Cela veut dire que tout a été fait la nuit? C'est qu'on m'a dit, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de celui-là qui avait fait la demande à M. KPC pour prêter les camions? Selon ce qui m'a été dit, semble-t-il que c'est le Tibou Kamara qui a contacté Général Sekouba pour lui dire que Dadis lui aurait demandé, parce qu'il est ami à KPC, de lui prêter ses camions. Et je crois que c'est le Général Sekouba qui est rentré en contact avec KPC pour lui demander de donner ses camions. Et en ce moment, le général Konaté savait ce qui s'est passé? Oui, puisque c'était dans la nuit du 28 au 29, je suppose. Oui, ben, tout le monde savait déjà ce qui s'est passé quand même. D'accord. Donc c'est en connaissance de cause que les camions ont été réquisitionnés? Je ne saurais le dire, parce que là, il paraît que lui-même, il ne savait pas à quelle fin les camions devaient être utilisés. Je vous remercie, M. Sidibé. Je vous remercie. Le tribunal. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur.